J'ai dit des milliers de fois, et je continuerai à le dire. Le marketing sur les réseaux sociaux est l'un des modèles d'affaires les plus accessibles pour les débutants. Je le sais parce que c'est ainsi que j'ai commencé. Il y a maintenant, 9 ans? C'est ce business qui a réellement ouvert la voie au reste de ma carrière. C'est la première activité qui m'a permis de générer 10 000 $ par mois. C'est grâce à cela qu'à 17 ans, j'ai pu quitter la maison et emménager dans l'appartement de mes rêves. Honnêtement, ça a tout changé. C'est ce business qui m'a enfin permis de prendre soin de ma mère et de tenir toutes les promesses que je lui avais faites en grandissant. Ce sont des accomplissements que je regarde aujourd'hui avec énormément de gratitude. Après avoir plutôt bien réussi dans le reste de ma carrière, et même si cette activité m'a ensuite permis d'accéder à des opportunités bien plus grandes, le marketing sur les réseaux sociaux reste le point de départ de tout. Et sincèrement, je ne serais pas là où je suis aujourd'hui si je n'avais pas lancé mon agence de marketing sur les réseaux sociaux. C'est pourquoi aujourd'hui, je vais te dévoiler exactement comment gagner 10 000 $ par mois avec ton agence de marketing sur les réseaux sociaux cette année. Un aspect très intéressant avec le marketing sur les réseaux sociaux, c'est qu'il n'y a pas que moi. Il y a d'innombrables exemples de multimillionnaires et même de milliardaires qui ont démarré leur carrière entrepreneuriale avec un business basé sur la prestation de services. En résumé, ils ont tous commencé en proposant des services simples aux entreprises, des services pendant qui leur permettaient d'obtenir plus de visibilité, plus de prospects, plus d'attention, plus de ventes, plus de clients et au final plus d'argent. Par exemple, mon ami Gom, fondateur de Less, une entreprise de logiciels pesant plusieurs centaines de millions de dollars, a commencé avec une agence. Sam, fondateur de School, a lui aussi commencé avec une agence. Alex M, fondateur de Gym Lunch, proposait d'abord des services de marketing aux salles de sport avant de pivoter vers le coaching. Gom, Sam et Alex sont tous multimillionnaires, mais il y a aussi des milliardaires qui ont démarré grâce à ce même modèle. Andrew Wilkinson, qui a écrit un livre incroyable que je te recommande vivement de lire, est le fondateur de Tiny et a lui aussi commencé avec une agence. C'est grâce à ce business qu'il a pu générer du cash flow, ce qui lui a ensuite permis de construire ses autres entreprises et d'investir dans d'autres projets. Tu te demandes sûrement pourquoi ce modèle est si puissant? Ce qui distingue une agence des autres modèles comme le dropshipping, l'affiliation, l'Amazon FBA ou le trading, ce sont 4 critères essentiels. Plutôt que de te l'expliquer en théorie, laisse-moi te montrer concrètement. Quand on évalue un modèle économique, surtout en tant que débutant, il faut toujours prendre en compte ces 4 critères: le capital de départ, la marge bénéficiaire, la demande et la facilité d'exécution. Les modèles les plus accessibles aux débutants respectent toujours ces principes: un faible capital de départ, des marges élevées, une forte demande et une exécution simple. Je sais que le dropshipping est souvent le premier modèle que les débutants découvrent, alors analysons-le à travers ces 4 critères. Capital de départ, entre 1 000 $ et 5 000 $. Beaucoup de gens ne me croient pas quand je leur dis ça, pourtant je possède moi-même des marques de produits physiques, et mon entreprise de e-commerce va franchir le cap des 8 chiffres cette année. J'ai aussi investi dans plusieurs autres marques en direct to consumer, DTC. Donc crois-moi, je connais très bien les chiffres derrière ces business. Tu peux facilement brûler énormément d'argent en publicité pour tester des produits. La vérité, c'est que si tu veux te lancer dans le dropshipping, il faut avoir de l'argent pour tester des pubs. Et très souvent, ces tests ne donnent rien. C'est le jeu quand on démarre un business. Peu importe le modèle, il est possible que tu ne trouves pas le succès tout de suite, que ce soit au bout d'1 mois, 3 mois, 6 mois ou même 1 an. Et ce n'est pas grave, tant que tu ne vides pas ton compte en banque dans le processus. Les marges bénéficiaires varient de 10% à 60%, mais honnêtement, 60% est bien trop optimiste une fois que tu prends en compte les coûts publicitaires, les remboursements, les litiges, etc. En termes de demande, elle est relativement basse. Le dropshipping a connu son heure de gloire, mais au final ce n'est pas un vrai business. Ce n'est pas une marque e-commerce avec des produits physiques solides. Aujourd'hui, les consommateurs sont plus avisés, ils savent faire la différence. Concernant l'exécution, elle est moyenne. Les vrais problèmes arrivent après la vente. Gestion des remboursements, des litiges, des clients mécontents, ça peut vite devenir une galère. Comme tu peux le voir, parce que le dropshipping nécessite un budget publicitaire, les coûts de départ sont élevés. Les marges sont basses une fois que tu inclus la fabrication et l'expédition. Et comme la majorité des produits de dropshipping sont des gadgets tendance qui ne durent tant que quelques mois, la demande est instable.
L'exécution, bien que pas la plus compliquée, implique beaucoup d'administratifs à gérer avec la logistique, les remboursements, etc. En conclusion, ce n'est pas un modèle adapté aux débutants. Analysons maintenant le modèle de l'agence. Capital de départ, 50 $ à 100 $. Honnêtement, tout ce dont tu as besoin, c'est d'un nom de domaine, d'un compte Google Suite, et c'est parti. Marge bénéficiaire, de 65% à 98%, voire même 99% techniquement. Les coûts logiciels nécessaires pour démarrer sont minimes. La demande, extrêmement élevée quand tu sais comment bien te positionner, car tu résous un problème concret pour les entreprises. L'exécution, très simple quand tu appliques la méthode que j'enseigne. Pas besoin de faire de la publicité payante ou d'investir dans un stock, ce qui signifie que le capital de départ est insignifiant. Il n'y a pas de coût logistique ni de coût produit, donc les marges sont toujours élevées. Toutes les entreprises ont besoin des services proposés par les agences, ce qui garantit une demande constante. L'exécution peut être externalisée, je t'en parlerai plus tard, ou apprise très rapidement, ce qui en fait un modèle simple et accessible. Il est indéniable que le modèle de l'agence est l'un des meilleurs pour les débutants, et dans cette vidéo, je vais te montrer étape par étape comment scaler ton agence jusqu'à 10 000 $ par mois. Et tu sais quoi? Le meilleur dans tout ça, c'est que je vais te donner absolument toutes les informations, de A à Z. Beaucoup d'entre vous savent que j'ai vendu des formations et du coaching sur les agences pendant des années, mais fin 2024, j'ai définitivement fermé les portes de mon dernier programme Agency Accelerator. Honnêtement, je n'ai plus de formation ni de coaching à te vendre. Alors pourquoi est-ce que je fais cette vidéo? Pour la raison exacte que j'ai mentionnée au début, le marketing sur les réseaux sociaux est réellement l'un des meilleurs business à lancer en tant que débutant. Mon objectif avec ce contenu est d'aider un maximum d'entre vous à bien démarrer votre carrière entrepreneuriale. Alors sans plus attendre, prends un stylo et du papier et commençons. La première étape, c'est penser le choix du marché. En clair, avec quel type d'entreprise mototis veux-tu travailler? Il y a des milliers d'options qui s'offrent à toi et certaines te conviendront mieux que d'autres. Mais avant d'aller plus loin, laisse-moi clarifier une chose. Il n'existe pas de meilleur marché. Ça n'existe pas. Tu cherches simplement celui qui est le plus adapté à ta situation. Tu te demandes peut-être pourquoi il faut choisir une niche spécifique. Certains pensent qu'en pouvant travailler avec n'importe quelle entreprise, on aurait plus de clients. Mais en réalité, tout repose sur deux facteurs, la spécialisation et la scalabilité. Prenons un exemple concret, un neurochirurgien et un médecin généraliste. Oui, ce sont tous les deux des médecins. Mais si tu avais un problème au cerveau, vers qui irais-tu? La réponse est évidente, le neurochirurgien. Pourquoi? Parce qu'il est spécialiste dans son domaine, et les gens font toujours plus confiance aux experts qu'aux généralistes. Et entre les deux, qui peut facturer le plus cher? Évidemment le spécialiste. Évidemment, la réponse devrait être évidente. Les spécialistes peuvent toujours facturer plus cher parce qu'ils résolvent un problème de niche pour un type spécifique de personne ou d'entreprise. Lorsque tu es positionné comme un expert, tu deviens une autorité dans un domaine, ce qui te permet vraiment d'augmenter tes tarifs pour tes services. Cela nous amène à notre prochain sujet, la scalabilité. Quand tu démarres, ton objectif est d'atteindre tes premiers 10 000 $. Cela signifie que tu as seulement besoin de quelques clients. Mais cela ne signifie pas que tu devrais ignorer l'avenir. Tu veux te positionner de manière à pouvoir évoluer jusqu'à 30 000 $, 50 000 $, voire 100 000 $ par mois avec ton agence. Et se spécialiser dans une niche t'aide exactement à faire cela. Se concentrer sur une niche diminue la complexité, et j'ai essayé de rendre cela très clair pour toi. Quand tu as une seule niche, tout est rationalisé, tout fonctionne en synergie, comme si tu avais une seule entreprise. Mais quand tu travailles avec plusieurs niches, tu dois communiquer différemment avec chaque type de client. La meilleure façon d'acquérir des clients dans une niche peut être complètement différente d'une autre. Dans une niche, tes prospects peuvent passer beaucoup de temps sur les DM Instagram, tandis que dans une autre, ils ne vérifient même pas Instagram. Dans une niche, ils sont présents sur LinkedIn, tandis que dans une autre, ils n'y sont pas du tout. Et même une fois que tu as signé un client, la prestation de ton service devient un cauchemar, car chaque nouveau client nécessite de repartir de zéro. Comment adapter la campagne à cette industrie? Comment modifier les structures ou le copywriting? C'est presque comme gérer plusieurs entreprises en même temps. La vérité, c'est que lorsque chaque client est différent, chaque aspect de ton travail demande des ajustements.
Plus il y a de variations, plus la complexité augmente, et une complexité accrue limite ta capacité à scaler. Prenons un exemple concret. Un bon ami à moi, John, a fait évoluer son agence jusqu'à générer plus de 150 000 dollars par mois en travaillant exclusivement avec des agents immobiliers. À son apogée, son agence gérait plus de 100 clients en même temps. La raison pour laquelle John a pu atteindre ce niveau et gérer autant de clients simultanément, c'est parce qu'il a maintenu une faible complexité. Il a pu trouver des prospects, les contacter, les convertir et leur fournir ses services quasiment de la même manière à chaque fois. Maintenant, réfléchis-y. Si John avait travaillé avec toutes les niches possibles, il n'aurait jamais pu acquérir et gérer autant de clients tout en maintenant des marges bénéficiaires sous contrôle. Comme je l'ai déjà dit, il existe des milliers de niches. Alors comment choisir celle qui était faite pour toi? Il y a plusieurs critères que tu dois prendre en compte. Tout d'abord, les revenus et la rentabilité. Si une entreprise ne génère pas au moins 15 000 dollars par mois de bénéfices, elle aura du mal à dépenser 2 000 dollars par mois pour tes services, car cela représentera un investissement trop important pour elle. En revanche, si elle fait 50 000 dollars par mois, payer 2 000 dollars devient un investissement mineur pour son activité. Ensuite, il faut examiner le prix de leurs produits. Il est toujours préférable de cibler des entreprises qui vendent pour compte des produits chers, car elles ont besoin de moins de ventes pour rentabiliser leur investissement dans tes services. Prenons un exemple concret. Si tu travailles avec un café et que tu lui factures 2 000 dollars par mois et qu'il réalise 2 dollars de bénéfices par café vendu, alors il devra vendre 1000 cafés en plus juste pour couvrir ton coût. En revanche, si tu travailles avec une entreprise de toiture qui fait 10 000 dollars de bénéfices par chantier, alors si tu lui trouves un seul client par mois, elle réalise déjà un retour sur investissement de 5 fois son coût initial en te payant 2 000 dollars. Il est toujours plus facile de convaincre un client que tu peux lui apporter une vente de plus par mois que de lui promettre 1000 ventes supplémentaires. Le troisième critère, c'est la croissance et la stabilité. Tu veux travailler avec une niche à long terme, donc il est judicieux d'éviter les industries en déclin pour assurer la pérennité de ton propre business. Réfléchis-y. Préférerais-tu travailler avec des imprimeurs de journaux ou avec des entreprises d'infoproduits? Les journaux sont en train de disparaître à cause de la montée en puissance des médias en ligne, tandis que le marché des infoproduits est en forte expansion. Ensuite, il y a la taille du marché. Le nombre d'entreprises dans ta niche est crucial, car plus il y a d'entreprises, plus il y a d'opportunités. Par exemple, le secteur de la rénovation de maisons est un marché énorme avec des millions d'entreprises. Il est donc facile de trouver quelques clients. En revanche, si tu choisis une niche ultra spécifique comme les créateurs de robes de mariage d'inspiration asiatique, le nombre d'entreprises est très limité. Dans ce cas, pour atteindre 10 000 dollars par mois, tu devrais convertir presque chaque prospect que tu contactes avec un taux de succès de 100%. Autre point clé, l'avantage concurrentiel. Il est toujours bon de choisir une niche où tu as un atout qui te différencie des autres. Peut-être que tu ne t'en rends pas compte, mais il y a probablement des niches où tu as déjà un avantage naturel. Tu as peut-être travaillé dans une industrie spécifique pendant un certain temps, ce qui te permet de comprendre le métier et de parler leur langage. Peut-être que tu viens d'une famille impliquée dans un secteur particulier, ce qui te donne un réseau de contacts ayant déjà des entreprises dans ce domaine. Cet avantage te permet d'avoir plus de prospects chauds par rapport à quelqu'un qui n'a aucune connexion dans cette niche. Enfin, le niveau de sophistication du marché. Cela désigne le niveau de connaissance et de compétence que tes prospects ont à propos du service que tu leur vends. Prenons un exemple. Imaginons que tu sois débutant et que tu veuilles créer une agence de publicité. Quelle niche serait plus facile à vendre, les e-commerçants ou les agents immobiliers? La plupart des propriétaires d'e-commerce gèrent leur propre publicité depuis des mois, voire des années. Cela signifie qu'ils comprennent déjà le service, donc leur besoin est plus faible. Mais surtout, ils auront besoin de quelqu'un de meilleur qu'eux. Peux-tu vraiment leur garantir cela en étant débutant? D'un autre côté, un agent immobilier vend des maisons, pas de la publicité. Il est donc peu probable qu'il ait déjà fait de la publicité lui-même. Même en étant débutant, tu en sais déjà plus que lui. Et si tu démarres de zéro, je peux te garantir que si tu passes 2, 4, 6 ou 8 semaines à apprendre tout ce qu'il faut sur la génération de prospects pour les agents immobiliers, tu atteindras un niveau 3 alors qu'eux seront encore au niveau 1. Tu en sauras donc déjà plus qu'eux.
C'est là toute la différence entre une niche sophistiquée et une niche non sophistiquée. En tant que débutant, il est toujours préférable de vendre tes services à des niches peu sophistiquées, car cela te permet d'être l'expert dans la pièce et de créer de la valeur, même si tu n'es pas le meilleur au monde dans ton domaine. Je veux m'assurer de te laisser quelques options. Alors laisse-moi te donner quelques exemples de niches pour le marketing des réseaux sociaux. J'aimerais que tu utilises ce code couleur pour déterminer si c'est une niche adaptée à ton niveau. Le rouge représente les niches avancées, l'orange les niches intermédiaires et le vert les niches pour débutants. Parmi les niches avancées, on retrouve les SaaS, logiciels, les cabinets d'avocats, la cybersécurité, la fintech et l'e-commerce. Pour les niches intermédiaires, il y a l'énergie solaire, les comptables, les chiropracteurs, les cliniques de médecine esthétique, l'immobilier et les services de nettoyage automobile. Pour les débutants, on a le chauffage, ventilation et climatisation HVAC, la lutte antiparasitaire, la toiture, les peintres, l'installation de piscines et l'aménagement paysager. N'hésite pas à mettre pause et prendre une capture d'écran. J'espère que cela va te donner des idées pour différentes niches. Passons maintenant à la sélection des services. Une fois ta niche choisie, l'étape suivante est la sélection du service. Si tu n'as pas de service, tu n'as rien à vendre. Le plus gros problème auquel font face les nouvelles agences à ce stade est la paralysie par l'analyse. La raison principale est le nombre écrasant d'options de services possibles et sans feuille de route, tu risques de rester bloqué. Commençons par examiner les deux types de services que tu peux proposer. Les services de commodité qui font gagner du temps et les services avec retour sur investissement qui permettent de générer de l'argent. Les services axés sur le retour sur investissement sont généralement plus faciles à vendre, car les entreprises les considèrent comme un investissement initial pour un gain financier ultérieur. Par exemple, la génération de leads. Cela dit, les services de commodité ne sont pas une mauvaise option, car le temps, c'est de l'argent. Si tu peux faire gagner du temps et des ressources à une entreprise en t'occupant d'une tâche qu'elle ne peut pas gérer, elle pourra se concentrer sur ses activités génératrices de revenus. Un bon exemple est le montage vidéo. Voyons quelques services que tu peux proposer en agence. Pour les services de commun de commodité, on retrouve la gestion des réseaux sociaux, la vidéographie, le montage vidéo, la gestion de la réputation et la conception de sites web. Pour les services axés sur le retour sur investissement, on a la publicité payante, le marketing par email, le copywriting, le référencement, SEO et la génération de leads. Revenons un instant en arrière. Tu te souviens quand je t'ai dit qu'il était facile de se retrouver coincé dans une paralysie par l'analyse ? Voilà pourquoi. Ce ne sont que quelques-uns des services que tu peux proposer en agence, mais pour éviter de rester bloqué, tu dois commencer par deux questions simples. Quel était le plus gros problème des entreprises dans ma niche ? Et quelle est la manière la plus efficace de résoudre ce problème ? Prenons un exemple concret. Imagine que tu as choisi la toiture comme niche et que tu cherches à comprendre quel est leur problème principal. Il est peu probable que tu aies immédiatement la réponse, donc tu dois faire des recherches pour le découvrir. Pour cela, parle au chef d'entreprise et fais des recherches en ligne. Comprendre le problème est la clé pour choisir le bon service. Une fois ta recherche terminée et que tu as compris le problème, tu as déjà fait la moitié du chemin. Si tu découvres que leur plus grand défi est de ne pas avoir assez de clients, la solution est évidente. Ils ont besoin de plus de clients. Maintenant, pose-toi la question essentielle. Quel service peux-tu offrir pour leur apporter plus de clients et les aider à fonctionner à pleine capacité ? La réponse n'est pas unique. Dans ce cas, plusieurs solutions sont possibles. SEO, publicité payante, marketing par email. C'est pourquoi tu dois prendre en compte plusieurs éléments avant de choisir ton service. Compétences, scalabilité, coûts initiaux et variation des revenus. Je vais détailler ces points. Premièrement, les compétences. Si tu as déjà des compétences pour fournir un service, cela doit toujours être un critère de choix. C'est d'ailleurs pour cette raison que j'ai lancé mon agence en tant qu'agence créative. Non seulement j'aimais créer du contenu, mais j'étais bon dans ce domaine. Mon parcours était dans la photo et la vidéo. Si tu as déjà une compétence qui pourrait servir tes futurs clients, ce serait une erreur de ne pas l'utiliser. Et si tu n'as aucune compétence, ne t'inquiète pas, je vais te montrer comment surmonter ça plus tard dans la formation. Ensuite, la scalabilité. Tous les services n'ont pas le même potentiel de mise à l'échelle, et cela dépend généralement d'un facteur clé, la localisation. C'est en partie pour cette raison que je suis passé d'une agence créative à une agence de publicité. Lorsque ton service nécessite une présence physique, le nombre de clients que tu peux gérer est fortement limité.
À l'inverse, si ton service est basé sur la publicité payante, tu peux gérer un grand nombre de comptes publicitaires depuis le confort de ton domicile ou de ton bureau. Si tu fais de la vidéographie comme service, tu ne peux travailler qu'avec un seul client à la fois, car tu ne peux pas être à deux endroits en même temps. La prochaine considération, c'est le coût initial. Le modèle d'agence est l'un de ceux qui ne nécessitent pratiquement aucun investissement en capital. Il repose essentiellement sur l'effort personnel. Malheureusement, le service que tu choisis peut avoir un impact là-dessus. Comparons donc deux services, la vidéographie et le copywriting. Si tu veux rivaliser avec d'autres agences créatives spécialisées en vidéographie, tu vas avoir besoin d'équipements, une caméra de qualité avec divers objectifs, des microphones, des accessoires, etc. Cet équipement te coûtera des milliers de dollars avant même d'avoir signé un premier client. Le copywriting, en revanche, est une toute autre histoire. Tant que tu as un ordinateur portable avec une connexion Internet, tu peux lancer une agence de copywriting. Le coût initial est pratiquement nul. Donc si tu es débutant, essaie toujours de maintenir tes coûts de départ aussi bas que possible. Ensuite, parlons de la variation des revenus. Différents services ont généralement des structures de paiement différentes. Il y a deux types d'accords, les paiements basés sur des projets et les paiements récurrents. Les paiements basés sur des projets prennent généralement la forme d'un gros paiement unique, par exemple 8 000 $ pour la création d'un site web. Les paiements récurrents, en revanche, consistent en des frais mensuels sur une période déterminée, par exemple 2 000 $ par mois pendant 6 mois pour gérer une campagne de publicité en ligne. Pour être clair, aucun des deux modèles n'est forcément meilleur que l'autre, mais tu dois te poser la question. Préfères-tu la stabilité qu'offrent les services récurrents ou es-tu à l'aise avec le fait que tes revenus fluctuent constamment parce que tu travailles avec des clients en mode projet? Petit récapitulatif pratique, tu dois identifier le plus gros problème de ton marché, comprendre la solution, identifier les services qui peuvent résoudre ce problème et analyser ces services en fonction de 4 critères. Une fois que c'est fait, tu peux verrouiller ton choix de service. Passons maintenant à l'étape suivante, la mise en place de ton agence. À ce stade, tu as défini ton marché et ton service, mais il est temps de transformer ton idée en une véritable entreprise. La première chose dont tu as besoin, c'est un nom d'agence. Et surtout, ne réfléchis pas trop à ça. Mon agence s'appelait IG Media. Et honnêtement, ce n'était pas du tout créatif. IG, c'était juste mes initiales. Et Media n'avait même pas vraiment de sens, car en un an, j'étais passé d'une agence créative à une agence publicitaire. IG Advertising aurait été plus logique que IG Media, mais au final, ça n'a aucune importance. J'ai quand même réussi à générer des centaines de milliers de dollars par an avec ce nom, donc crois-moi, le nom de ton agence n'a pas tant d'impact que ça. Si vraiment tu bloques, essaie NameLeaks. Cet outil te génère différents noms et tu peux simplement en choisir un qui te plaît. Ensuite, tu devras acheter un nom de domaine. Ce domaine te permettra de créer une adresse email professionnelle et d'héberger ton site web. Il existe plusieurs plateformes pour acheter un domaine, mais je te recommande Namecheap. Non, ce n'est pas un lien affilié, je te laisse chercher sur Google. Petit avertissement, certains domaines peuvent être très chers, mais dans ton cas ce n'est pas nécessaire. Si le nom de domaine que tu veux est trop cher, change de nom ou trouve une variante plus abordable. Essaye toujours d'acheter un domaine en .com. Évite les extensions étranges ou dépassées comme .education ou .org, sérieusement, qui utilisent encore .org de nos jours. Une fois que tu as ton nom et ton domaine, il est temps de créer ton logo. Là encore, ne perds pas trop de temps là-dessus. Regarde mon logo, il était ultra simple et pourtant, ça ne m'a pas empêché de réussir. Un bon logo ne fera pas la différence entre le succès et l'échec de ton agence. Pour créer ton logo, utilise Canva. Pas besoin de la version Pro, sauf si un design spécifique t'intéresse, et dans ce cas, Canva Pro ne coûte que quelques dollars par mois. Ensuite, voici une tâche facile. Nettoie tes réseaux sociaux personnels. Tu peux créer des pages pour ton agence sur Instagram, LinkedIn et X, mais honnêtement, ce n'est pas vraiment nécessaire. Le plus important, c'est de nettoyer tes profils personnels. Supprime les photos où tu bois en soirée ou celles où tu as l'air négligé. Tu comprendras plus tard dans la vidéo pourquoi c'est important, mais en gros, tu es désormais un entrepreneur et le monde doit le voir. Pas besoin d'être ultra corporate ou de jouer un rôle, reste toi-même. Regarde mon profil Instagram. C'est juste un mélange de moments de ma vie, de photos de voyage, de vidéos marrantes avec mes potes. L'idée, c'est simplement d'avoir une image publique qui ne te porte pas préjudice.
Bien sûr, tout ne doit pas forcément être posté sur Instagram. Est-ce que cela signifie que tu dois être ultra professionnel et corporatif en permanence? Non. Les gens aiment faire affaire avec d'autres personnes, alors ne sois pas un robot d'entreprise. Mais en même temps, tu n'as pas besoin de publier des vidéos de toi en train de faire la fête avec tes amis à Kobo. Les gens veulent travailler avec des personnes qui dégagent de l'autorité. Et la façon dont tu te présentes sur les réseaux sociaux est littéralement la première impression qu'ils auront de toi. Alors demande-toi, si un entrepreneur tombait sur ton profil aujourd'hui, voudrait-il travailler avec toi en se basant sur ce qu'il voit? Il est maintenant temps de configurer ton espace Google Workspace afin de créer ton adresse email professionnelle. Google Workspace est excellent car il te permet de stocker tes présentations commerciales, fiches techniques, documents et ton compte email, tout cela sous un seul espace via des applications comme Google Slides, Google Docs, Google Sheets et Gmail. Un détail qui a un gros impact, c'est de pouvoir créer une adresse email professionnelle avec ton propre domaine. Ainsi, au lieu d'avoir une adresse comme john@gmail.com, tu auras une adresse comme john@tonagence.com. Une fois ton email professionnel configuré, il faut le réchauffer. C'est une étape que beaucoup de gens oublient. Un compte email neuf a une faible délivrabilité, ce qui signifie que la plupart des emails risquent d'atterrir dans les spams si tu en envoies un volume important dès le départ. Le réchauffement d'email consiste à améliorer progressivement la délivrabilité d'un compte email. Certains le font manuellement, mais je recommande d'utiliser un logiciel comme LMW. Ce logiciel va réchauffer ton compte email pour que, lorsque tu contactes des prospects et des clients potentiels, tes emails ne finissent pas en spam. Ce processus prend environ 3 à 4 semaines, donc mieux vaut s'y prendre dès maintenant. À ce stade, tu as presque tout ce qu'il te faut pour lancer ton agence. Un élément supplémentaire, bien que non indispensable, est un site web pour ton agence. Pour ma part, je gagnais déjà près de 20 000 dollars par mois, voire plus, avant même d'avoir un site web. Beaucoup accordent une grande importance à cette étape, mais selon moi, ce n'est pas si crucial. Aujourd'hui, il est plus facile que jamais de créer un site web. Tous les utilisateurs de mon programme Agency Accelerator utilisent l'un de mes logiciels, Floy. Floy est un constructeur de sites web qui propose également plusieurs fonctionnalités essentielles pour gérer une agence. Gestion de fichiers, communication, prise de notes, CRM, propositions commerciales, facturation, gestion des tâches, calendrier et bien plus encore. Juste pour être transparent, Floy est l'une de mes entreprises et il intègre tout jusqu'au tunnel d'onboarding des clients. C'est littéralement un outil tout en un pour gérer ton agence. Mais honnêtement, tu peux utiliser ce que tu veux. Je ne cherche pas à transformer ça en promotion pour Floy, utilise la solution avec laquelle tu es le plus à l'aise. Quelques autres logiciels à connaître. Stripe est le processeur de paiement le plus couramment utilisé dans l'univers du business en ligne. Malheureusement, il n'est pas disponible dans tous les pays et Payeer est une excellente alternative. Pour les appels en visioconférence, Zoom est le meilleur logiciel selon moi. Tu n'as pas besoin de la version pro dès le début, mais pense à passer à la version payante dès que tu commences à enchaîner les appels de vente, car la version gratuite est limitée à 45 minutes. Il n'y a rien de plus gênant que de voir un message « Il reste 5 minutes à cette réunion » en plein rendez-vous avec un client potentiel. Tu peux aussi utiliser Google Meet qui est entièrement gratuit, mais personnellement j'ai toujours préféré Zoom, c'est juste une préférence personnelle. À ce stade, tu es quasiment prêt à commencer à générer de l'argent. Tu sais quel type d'entreprise tu vas cibler, tu sais quel service tu vas proposer, et ton agence est complètement mise en place. Ce qu'il te manque encore, c'est la façon dont tu vas structurer ton offre et fixer ton prix, et c'est ce sur quoi tu dois te concentrer maintenant. Une offre, c'est la combinaison de 3 éléments. Ton marché cible, niche, ton service et ton modèle de tarification. Ensuite vient la manière dont tu l'emballes. 2 propriétaires d'agences qui proposent le même service au même marché cible avec le même modèle de tarification peuvent avoir des offres très différentes simplement en fonction de la façon dont ils les présentent. Avant de créer ton offre, tu dois comprendre son objectif. Elle doit combler un besoin pour ton prospect. Chaque prospect a un état actuel et un état désiré. L'état actuel, c'est lorsqu'il a un problème non résolu. L'état désiré, c'est lorsqu'il a trouvé une solution à son problème. L'écart entre ces deux états est ce que ton offre doit combler. Elle doit permettre à ton prospect de passer de l'état actuel à l'état désiré. Pour construire une offre efficace, il y a 5 éléments clés. Premier, la promesse.
elle expose clairement le résultat que tu vas apporter avec ton service. Idéalement, elle inclut un résultat concret et un délai. Par exemple, 30 rendez-vous qualifiés en 90 jours ou 4 vidéos YouTube longues en 60 jours. 2. La méthode, c'est une explication rapide des étapes que tu vas suivre pour résoudre le problème du client. Le mot-clé ici est rapide. Pas besoin de détailler chaque étape du processus. Par exemple, nous diffusons des publicités sur les réseaux sociaux pour toucher votre marché cible. Les prospects cliquent sur l'annonce et remplissent un formulaire. S'ils sont qualifiés, notre équipe les planifie directement dans votre agenda. 3. Le modèle de tarification. Il existe plusieurs façons de fixer tes prix pour une agence. Voici quelques modèles courants. Abonnement mensuel, un tarif fixe par mois. Paiement par projet, un montant unique pour une prestation donnée. Paiement par lead, un tarif défini par prospect généré. Pourcentage du ROAS, un pourcentage sur le retour sur investissement des publicités. ROAS signifie Return on Ad Spend. D'accord, donc quel que soit le montant que tu as généré grâce aux publicités, une fois que tu soustrais le coût de ces dernières, la différence entre les deux correspond à ton retour sur investissement publicitaire. Ensuite, tu prends un pourcentage de cette somme. En ce qui concerne les frais de mise en place, ils peuvent être facturés sur tous ces modèles, sauf pour la tarification par projet. Les frais de mise en place sont un coût initial qui est appliqué dans certains cas. Maintenant, pour fixer le prix de ton offre, cela varie en fonction de la valeur que tu apportes. Plus tu fais gagner d'argent à tes clients, plus tu peux facturer cher. Fais des recherches sur les prix pratiqués par d'autres agences pour commencer. Fixe un prix avec lequel tu es à l'aise et qui s'aligne sur ceux du marché, voire légèrement en dessous pour voir comment le marché réagit, puis ajuste en conséquence. Si chaque prospect accepte sans hésitation, augmente le prix pour tester. Si tous trouvent que c'est trop cher, baisse-le et teste à nouveau. Ensuite, parlons de la durée des contrats. Si ton service repose sur un abonnement mensuel, tu dois déterminer la durée minimale du contrat. Cela ne signifie pas forcément que le client part à la fin du contrat, mais plutôt que les conditions seront renégociées à chaque cycle contractuel. Évidemment, il arrivera que tu doives te séparer de certains clients, c'est le jeu, mais il est essentiel d'avoir une durée minimale pour te protéger. Je recommande que les contrats durent au moins 90 jours, soit un minimum de 3 mois. Cela te laisse suffisamment de temps pour optimiser ton service et obtenir de bons résultats. D'autres choses que tu peux offrir, des audits de sites web gratuits, des ressources utiles, la réactivation de leads, ce sont autant d'éléments qui te permettent d'aller plus loin avec tes clients. Passons maintenant aux garanties. L'industrie est obsédée par les garanties, mais personnellement, je ne suis pas fan. Elles font souvent plus de mal que de bien, et donnent l'impression que ton service manque de qualité si tu dois supplier pour avoir des clients en offrant une garantie. La seule garantie que j'utiliserai dans des négociations difficiles est la garantie proportionnelle. Je vais expliquer ce que cela signifie. Imaginons que tu promets 20 rendez-vous pour 2000 $. Chaque rendez-vous revient alors à 100 $. Si tu n'en réserves que 18, tu ne devrais pas rembourser la totalité, comme dans ces garanties absurdes de remboursement intégral. À la place, tu rembourses 200 $ pour les 2 rendez-vous manquants. En gros, si tu manques 10% de l'objectif, tu rembourses 10% du montant. C'est ce qu'on appelle une garantie proportionnelle, et selon moi, c'est équitable. Tu n'as pas toujours besoin d'offrir une garantie, mais elle peut être un argument en cas de négociation difficile. Étape numéro 5, la prospection. À ce stade, tu es enfin prêt à chercher des clients, et cela commence par la prospection. La prospection consiste à identifier et lister les entreprises de ton secteur avec leurs coordonnées avant de commencer à les contacter. Les informations à recueillir dépendent notamment des méthodes de prospection que tu vas utiliser, mais essaie toujours d'obtenir un maximum d'infos. Nom, localisation, email, numéro de téléphone et réseaux sociaux. Il existe 3 grandes méthodes de prospection. La prospection manuelle, les logiciels de prospection, les générateurs de leads. Commençons par la prospection manuelle. Elle consiste à chercher manuellement des prospects en ligne. L'avantage, c'est que la qualité des informations obtenues est élevée. L'inconvénient, c'est que c'est long et fastidieux. Mais c'est gratuit et un excellent moyen de commencer. Quelques exemples d'outils pour trouver des prospects selon le secteur. Pour les entreprises locales, Google Maps. Pour les artisans et métiers manuels, Checkertrade. Pour les agents immobiliers, Zillow. Pour les professionnels en entreprise, LinkedIn.
Ensuite, les logiciels de prospection. Ils permettent d'extraire des listes de prospects automatiquement selon des critères comme le secteur, la taille de l'entreprise, la localisation. Ces logiciels sont rapides, mais la qualité des leads n'est pas toujours optimale. Cela reste un excellent compromis car ils génèrent un volume énorme de prospects pour un coût réduit. Quelques logiciels à utiliser: Apollo, LeadSwift, LeadGorilla, Clay. Enfin, les générateurs de leads. Ce sont des prestataires que tu engages pour créer des listes de prospects pour toi. C'est la méthode la plus chère, mais elle ne demande aucun effort de ta part et est généralement très rapide. Tu peux embaucher ces prestataires sur des plateformes comme Upwork, Fiverr. Petit conseil, tous les prestataires ne se valent pas. N'achète pas tout de suite une énorme liste de prospects. Commence par une petite liste pas chère, teste-la, et si elle est de bonne qualité, achète-en une plus grande pour optimiser ton coût par prospect. Cela nous amène à l'étape 6, la prise de contact, outreach. Une fois que tu as ta liste de prospects, il est temps de les contacter avec l'objectif d'obtenir un appel de vente. Il est important de comprendre que durant cette phase, tu ne vends pas directement ton service. Tu donnes juste assez d'informations pour susciter l'intérêt et inciter le prospect à accepter un appel. L'objectif est de vendre le rendez-vous, pas encore le service. Il existe 3 méthodes principales pour l'outreach: les appels à froid, les emails à froid, les messages privés, PM. Tu peux en choisir une ou les combiner. L'important est d'adapter ta méthode au secteur visé. Exemple: pour les entreprises de rénovation qui sont souvent sur la route, l'appel à froid fonctionne mieux que l'email. Pour les entreprises SaaS qui sont actives sur leurs emails, l'emailing fonctionne mieux que l'appel. Ensuite, une défense en compte il faut rédiger tes messages de prospection. Chaque message doit être structuré et non envoyé au hasard. Voici les 3 éléments clés d'un bon message. Souligner un problème que rencontre le prospect. Faire un appel émotionnel en lui faisant imaginer une solution. Proposer un rendez-vous en ajoutant un bonus irrésistible. Ressources gratuites, templates, etc. Parlons maintenant du volume d'outreach. La vérité que tu n'as peut-être pas envie d'entendre, c'est que la prospection est un jeu de chiffres. Il faut envoyer des messages et passer des appels chaque jour avec constance. Voici les seuils à viser par mois. Bronze, 2000 messages. Argent, 3000 messages. Or, 4000 messages. Pourquoi autant? Car au début, tu n'as pas encore de crédibilité. Plus tu contactes de prospects, plus tu augmentes tes chances d'obtenir des rendez-vous et d'améliorer ta stratégie en ajustant ton approche. Parlons maintenant d'acquisition client avancée. La prospection est longue et difficile. Mais imagine si, au lieu de contacter des prospects, ce sont eux qui te contactaient. C'est ainsi que j'ai signé mes clients lorsque je dirigeais mon agence ISG Media. Je n'utilisais ni publicité ni prospection à froid, mais plutôt ma marque personnelle. Une micromarque personnelle consiste à avoir une petite audience ultra ciblée qui suit ton contenu et est intéressée par tes services. J'ai fondé une entreprise appelée Monetized, qui aide les entrepreneurs à construire leur micromarque personnelle pour accélérer leur acquisition client. Enfin, passons à l'étape 7, la vente. Une fois que ton outreach fonctionne ou que ta marque personnelle attire du trafic, ton agenda se remplit de rendez-vous. Il est temps de vendre. Prépare-toi pour tes appels en suivant ces règles. Passe à Zoom Pro. Aie un fond propre et professionnel, pas de lit visible, pas de désordre. Assure-toi d'avoir une bonne connexion Internet. La structure d'un appel de vente suit 5 étapes. Création de relations, rapport, pré-cadrage, découverte des besoins, transition. Présentation de l'offre, pitch. Et voilà, c'est le moment de l'appel où tu commences à connaître la personne avec qui tu échanges. L'importance de créer du lien, c'est que cela permet d'amener le prospect plus naturellement dans l'échange commercial et de briser la glace. Sans cette étape, l'appel peut vite devenir gênant. Ensuite, une fois que tu sens que tu as suffisamment établi cette connexion, tu passes à la phase de pré-cadrage. Ici, il s'agit d'obtenir l'autorisation de poursuivre. Une phrase simple fonctionne très bien. C'était super d'en apprendre plus sur toi, mais si tu es sur cet appel aujourd'hui, c'est pour une raison. Est-ce que c'est bon pour toi si on passe aux choses sérieuses? Une fois qu'il te donne son accord, tu peux passer au pré-cadrage proprement dit. Le pré-cadrage consiste à expliquer comment va se dérouler l'appel. C'est à ce moment que tu poses le cadre et que tu te positionnes en expert. Par exemple, laisse-moi te montrer comment cet appel va se dérouler. Je vais te poser quelques questions sur ton business et tout ce que je demande, c'est de la transparence.
Comprendre la situation en détail est le seul moyen pour moi de voir si je peux réellement t'aider. Et si je pense que je peux t'aider, je te ferai une offre. Sinon, je ferai mon possible pour te diriger vers quelqu'un qui pourra. Est-ce que ça te va? Si tu dis cela avec assurance, même si c'est ta première fois, le prospect sentira que tu maîtrises toi ton sujet et te laissera diriger l'appel. Sans un bon pré-cadrage, les prospects peuvent de prendre le contrôle de l'échange, poser trop de questions hors sujet et finalement détourner l'appel de son objectif, ce qui réduit tes chances de conclure. Vient ensuite la phase de découverte, qui est celle la plus importante. Imagine cette étape comme un puzzle. Ton but est de collecter un maximum d'informations tout en aidant ton prospect à réaliser qu'il a un problème urgent à résoudre et que la solution est sous ses yeux. La première chose à comprendre est l'état actuel du prospect. Tu dois savoir où en est son business et sa situation financière. Pose des questions comme: combien de clients as-tu en moyenne chaque mois? Combien gagnes-tu par client? Combien de clients pourrais-tu gérer en plus actuellement? Que fais-tu en ce moment pour résoudre ce problème? L'objectif est d'avoir une vision précise de sa situation et de ses tentatives de solution. Ensuite, passe à l'état futur. Ici, tu cherches à comprendre ses objectifs pour les mois à venir en les liant toujours aux finances. Pose des questions comme: quel est ton objectif de profit d'ici 6 mois? Combien de clients en plus te faudrait-il chaque mois? À quoi ressemblerait ta vie si tu atteignais ces objectifs? Une fois que tu as une image claire de son point de départ et de sa destination, tu peux passer à la prochaine étape. La troisième partie est l'écart entre ces deux états. C'est là que tu commences à mettre la pression. Tu peux détailler les chiffres et lui montrer combien de clients et de revenus il lui manque pour atteindre ses objectifs. Identifie les failles de sa stratégie actuelle et demande-lui: si tu n'avais pas réservé cet appel, quel était ton plan concret pour résoudre ce problème? La plupart des entrepreneurs n'en ont pas, et juste en posant cette question, ils réalisent qu'ils naviguent à vue. C'est là que tu soulignes subtilement que sans toi, ils n'ont aucune solution viable. Ensuite, aborde le coût d'opportunité. À cette étape, tu pousses sur ces points de douleur avec des questions comme: où en serais-tu aujourd'hui si tu avais trouvé une solution il y a 6 mois? Et où seras-tu dans 6 mois si tu ne règles pas ce problème? En verbalisant ces réponses, le prospect prend conscience de l'urgence d'agir et commence à chercher une solution immédiatement. Enfin, traite le doute. Avant d'entrer dans ta proposition, il faut éliminer les objections cachées. Demande-lui: pourquoi n'as-tu jamais essayé une solution comme la nôtre auparavant? Ou, si tu as déjà travaillé avec une autre agence, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Une fois que tu as toutes ces informations, tu es prêt à passer à la transition et à ton offre. La transition sert à préparer ton pitch. Commence par un résumé rapide de tout ce que tu as appris durant la découverte. Ensuite, demande: ai-je oublié quelque chose d'important que je devrais savoir? Puis laisse le prospect choisir la suite de la conversation. Où veux-tu aller maintenant? Je peux répondre à d'autres questions ou t'expliquer comment on peut t'aider. Qu'est-ce que tu préfères? 99% du temps, le prospect choisira d'entendre ta solution. C'est ton signal pour commencer ton pitch. Avant d'annoncer ton offre, insère une dernière question pour éliminer l'objection financière. Par curiosité, si je t'explique comment on peut t'aider et que tout fait sens, ce serait complètement irréaliste pour toi de démarrer aujourd'hui? Cette question filtre les objections financières à l'avance et prépare le terrain pour une décision rapide. Puis vient le pitch. Ici, tu expliques en détail ta méthodologie, mais de façon simple et compréhensible. Rappelle-toi que tes prospects ne sont pas des experts en marketing ou en contenu. Si tu ne parles pas leur langage, ils seront perdus et un prospect confus n'achète jamais. Pendant ton pitch, cherche toujours des accords verbaux avec des phrases comme: est-ce que ça fait sens pour toi? Ils répondront oui, ce qui les engage inconsciemment dans le processus. Une fois le pitch terminé, laisse le prospect guider la suite en demandant: alors, que veux-tu faire maintenant? Cela l'amènera naturellement à demander le prix, ce qui te permet de lui présenter ton offre. Si tout s'aligne pour les deux parties, la vente est conclue. La dernière étape est l'onboarding qui commence immédiatement après l'accord. Il s'agit de récupérer le paiement, collecter les informations nécessaires et donner au client accès à tout ce dont il aura besoin pour démarrer son parcours avec toi. Si tu veux faire une bonne première impression, je te recommande toujours d'envoyer un cadeau d'intégration à ton nouveau client. Il n'a pas besoin d'être coûteux, juste quelque chose qu'il appréciera. L'intégration se fait généralement sous deux formes: l'intégration manuelle et les tunnels d'intégration.
L'intégration manuelle consiste simplement à organiser des réunions Zoom avec les clients pour obtenir toutes les informations nécessaires et leur donner accès à tout ce dont ils ont besoin. Dans certains cas, cela peut aussi se faire par email ou WhatsApp. Cependant, je ne recommande pas l'intégration manuelle, car elle est lente et te fait perdre du temps inutilement, ainsi qu'à ton client. Aujourd'hui, utiliser cette méthode te fera passer pour un amateur. Il vaut mieux privilégier les tunnels d'intégration. Un tunnel d'intégration prend la forme d'un lien qui dirige un nouveau client directement vers un processus automatisé. Chaque étape du tunnel demande au client d'accomplir une action spécifique. Et si tu veux vraiment impressionner, ajoute une vidéo explicative sur chaque page du tunnel. L'ordre idéal pour ton tunnel d'intégration est le suivant. Premier contrat et paiement. Sur cette page, ton contrat sera disponible en téléchargement pour que le client puisse le lire et le signer. À ce stade, le contrat n'est pas si important, c'est surtout une question de professionnalisme. Il mentionne les conditions de paiement, la durée du contrat et toute autre information pertinente. Tu dois également inclure la facture du premier paiement sur cette page et cela doit toujours être fait à la fin de chaque appel de vente. Une fois le paiement reçu, demande à ton client de poursuivre l'intégration à son rythme. Tu peux alors mettre fin à l'appel et à partir de là, il est officiellement ton client. En bas de cette page, ajoute un bouton qui mène à l'étape suivante appelée « Bienvenue ». Deuxième vidéo de bienvenue. Il s'agit d'une vidéo préenregistrée où tu accueilles ton client en lui souhaitant la bienvenue. Profite de cette vidéo pour parler de la mission et des valeurs de ton entreprise. Si tu as des résultats passés à montrer, ajoute-les pour générer de l'enthousiasme. Il est important de définir des attentes claires et de donner à ton client une vision précise de la suite. En bas de la vidéo, ajoute un bouton intitulé « Accéder à mon espace client » et invite ton client à cliquer dessus à la fin de la vidéo. Troisième accès à l'espace client. C'est à cette étape que ton client obtient l'accès à son espace personnel, ainsi qu'à toutes les ressources dont il a besoin. Floyd dispose d'un espace client dédié auquel il pourra accéder après avoir rempli un formulaire. Je te recommande d'enregistrer une vidéo Loom montrant comment naviguer dans cet espace client que ton client pourra voir juste après cette étape. Quatrième réservation de l'appel stratégique. La dernière étape du tunnel d'intégration consiste à planifier un appel stratégique avec ton nouveau client. Cet appel sert à discuter des derniers points nécessaires après l'intégration ainsi que de la stratégie des prochains mois. Floyd propose une fonctionnalité de prise de rendez-vous qui se connecte directement à ton calendrier, permettant au client de choisir un créneau qui lui convient, ainsi qu'à toi. Et c'est là que nous passons à l'étape suivante, la livraison du service et l'embauche. Maintenant que tu sais comment attirer des clients et les intégrer, il est temps de tenir tes promesses et de leur fournir ce que tu as vendu. C'est là qu'intervient la livraison du service. Plus tôt dans cette formation, je t'ai montré quelques services que tu peux proposer en tant qu'agence, mais il en existe beaucoup d'autres. Le problème, c'est que chacun choisira des services différents, donc je ne peux pas te montrer comment exécuter chaque service en détail, car cette formation durerait des semaines. Cependant, je peux te montrer ce que j'ai fait personnellement. Comme tu le sais peut-être, j'ai commencé avec une agence créative, mais j'ai dû me reconvertir en agence publicitaire pour mieux aligner mon business avec mes objectifs. À l'époque, j'avais un problème. J'étais expert en création de contenu, mais pas en publicité. Alors, qu'ai-je fait ? J'ai engagé quelqu'un pour gérer les publicités à ma place pendant que je me concentrais sur ce que je maîtrisais. Et je sais ce que tu es en train de penser. Mais je n'ai pas d'argent pour embaucher un expert tout de suite. Laisse-moi t'expliquer la beauté de ce système. C'est précisément pour cette raison que le modèle d'agence est si intéressant. Tu es payé en avance et tu paies ça ton équipe après. Dans une agence, il est normal que le client paie au début du mois. Il paie toujours en avance. Mais tout le monde sait que les salaires, les sous-traitants et les freelances sont payés en fin de mois. Cela signifie que tu ne te retrouves jamais avec des problèmes de trésorerie et que tu restes toujours rentable. Tu pourrais te demander, si je suis payé 2000 $ par mois et par client, pourquoi un expert accepterait-il de travailler pour 500 $ par mois et par client ? La réponse est simple, la localisation. Il existe des dizaines de milliers d'experts qualifiés vivant dans des pays comme le Brésil, l'Afrique du Sud ou la Serbie, pour ne citer que quelques exemples. Malgré leurs compétences, ces professionnels ne peuvent pas forcément gagner autant d'argent localement que ce que tu peux leur offrir. Donc pour eux, 500 $ par client par mois est un excellent salaire. S'ils ont 5 clients, cela leur fait 2500 $ par mois, ce qui représente un salaire très élevé dans leur pays.
C'est ce que j'appelle l'arbitrage des freelances. Tu es essentiellement un intermédiaire. J'ai trouvé mon premier prestataire dans un groupe Facebook, mais il existe plusieurs autres endroits pour en chercher. Facebook, Discord, Fiverr, Upwork. Fais de ton mieux pour avoir plusieurs options et mettre en place un processus d'entretien, comme dans toute entreprise. Upwork et Fiverr sont les plus pratiques pour cela, car tu peux y publier des offres d'emploi pour des rôles spécifiques et ainsi recevoir plusieurs candidatures. Mais souviens-toi, embaucher un prestataire ne veut pas dire que tu ne dois rien savoir sur la livraison du service. Tu dois au moins comprendre les bases du service que tu proposes. Cela te permettra d'être plus confiant en vente, d'identifier les meilleurs talents et de mieux gérer ton équipe. Et voilà, chaque étape que je suivrai pour lancer et développer mon agence jusqu'à 10 000 $ par mois en 2025 et au-delà. Ce modèle d'entreprise est vraiment l'un des plus accessibles et il a changé ma vie. Il n'y a aucune raison pour qu'il ne puisse pas changer la tienne. Dernier appel, DM-moi Personal Brand sur Instagram. Je laisserai un lien dans la description si tu es intéressé par ma stratégie de micro-personal branding avec Monetize. Pour l'instant, les inscriptions sont fermées, mais je vais rouvrir les portes à quelques personnes sérieuses qui veulent atteindre 10 000 $ par mois en 2025 et au-delà. Si c'est ton cas, envoie-moi un message sur Instagram. J'espère que cette formation t'a été précieuse et, comme toujours, je t'observe de loin et je suis de tout cœur avec toi.